Hello, everyone. We're so glad you joined today. Bonjour à tous, nous sommes ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je vais vous donner 2 autres minutes pour que tout le monde nous ait rejoints et nous allons recommencer. Hello and welcome, everyone. Bonjour et bienvenue à tous. Merci infiniment pour nous avoir rejoints. Je m'appelle Jenna Groman, je suis la directeure de la Global Community à l'Institut et GSI et je suis ravie de vous avoir avec nous. Et nous allons parler de l'accélération de la conception des campagnes de création de la demande du vaccin COVID-19. Avant de commencer aujourd'hui, eh bien, quelques rappels, quelques questions pratiques. Tout d'abord, tout ceci sera exprimé aujourd'hui en anglais et en français, donc n'hésitez pas à suivre les instructions sur l'écran. Si vous voulez écouter en anglais, vous devez cliquer sur la petite icône du globe et sélectionner la chaîne anglaise. Si vous voulez écouter en français la présentation, cliquez sur le globe à nouveau et sélectionnez la langue française. Et aussi, sur téléphone portable, vous pouvez sélectionner contrôle de la réunion, appuyer sur plus et ensuite appuyer sur interprétation de la langue. Merci. Alors, n'hésitez pas vraiment d'utiliser le chat où nous allons mettre vos questions et vous pouvez mettre vos questions. Donc, n'hésitez pas à les utiliser, c'est très intéressant. Vous pouvez aussi partager vos commentaires et vos pensées sur le chat en plus de vos questions. Alors aujourd'hui, eh bien, ceci est soutenu par le réseau de la science comportementale, des experts scientifiques sur le comportement et aussi composé de praticiens sur l'immunisation. Tout ce que nous faisons, c'est que nous essayons d'explorer comment on peut appliquer des outils, des méthodes à des activités d'immunisation. Alors, effectivement, nous voulons partager les enseignements. Nous voulons essayer de répondre aux immunisations et programmes d'immunisation dans la mise en œuvre au niveau des pays pour essayer de les renforcer et aussi de renforcer les capacités, les talents par des séminaires, par des ressources sponsorisées et pour essayer de utiliser donc ces outils scientifiques sur le comportement pour améliorer la programmation de l'immunisation et contribuer aussi aux lignes directrices, pour l'adaptation et la mise en œuvre des outils de la science comportementale. Ceci sert aussi à mieux nous connaître. Alors, c'est mon plaisir de vous présenter les panélistes d'aujourd'hui, Brian Peterson et Dr Yao. Ils vont parler justement des outils qui ont été probants pour justement soutenir des campagnes de création de la demande du vaccin de COVID-19.
Donc, si vous venez juste de nous rejoindre, utilisez bien la langue préférée en cliquant sur l'icône du globe et sélectionnez la langue désirée, car nous aurons les deux langues. Merci. Je vous passe la parole, Brian. Merci infiniment, Jenna. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Brian Pedersen. Je suis le conseiller technicien à FHI 360. Je vais parler des expériences que nous avons dans la conception donc, de ces programmes de vaccination et pour le soutien du vaccin COVID-19. Prochaine diapo. Eh bien, sur notre projet, c'est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Et justement, pour essayer d'optimiser le débit des sites de vaccination COVID-19 par du marketing et des outils de sciences du comportement, on travaille à Abidjan, à savoir Yopungo, et aussi on travaille à Kinshasa. Nous couvrons certaines communes de Kinshasa. On travaille en collaboration proche avec Villa Reach, qui est justement un partenaire de BMGF et qui a mis en place des programmes à Abidjan et Kinshasa. Et aussi, nous travaillons avec les autorités de la santé locale. C'est très important à Yopougon et à Kinshasa. Alors, le projet a été lancé en novembre 2021 et honnêtement, à cause des vacances, ça nous a pris du temps pour nous mettre en place. En fait, en janvier, puis ensuite en avril, nous sommes bien concrétisés. Alors, ce que je voulais donc souligner, c'est que le but original, c'était de fournir une assistance technique de conception de recherche. C'est donner du feedback à Village Reach, essayer d'identifier les lacunes dans la prestation de services, de regarder un petit peu les comportements pour savoir dans certains segments ça marche oui ou non, et travailler avec eux pour avoir des solutions simples dans la prestation de services avec les activités de création de la demande. Ça, c'était le but originel. Et puis, on a commencé en janvier, février sur le terrain. On a parlé aux partenaires. Vite, on a appris que, en fait, ils voulaient envoyer les services à toute la communauté. Ils voulaient qu'on prenne le leadership de ceci. Avec le temps, donc, en avril de cette année, on a eu des conversations avec la fondation de Bill Gates. On a un budget maintenant. On se concentre donc sur la conception et la mise en œuvre des activités de création de la demande soutenue, donc toujours à long terme, parce qu'à Abidjan, on a vu une grande acceptation quand même des services de vaccination, mais il n'avait pas le financement ni le personnel pour avoir un effort soutenu. Donc, dans ce projet, on se concentre beaucoup plus pour qu'on les supporter et avoir une demande soutenue. On a besoin de personnes sur le terrain qui encouragent constamment la vaccination pour l'adoption donc de l'immunisation. Prochaine diapo. Effectivement, comme je l'ai dit, on a commencé en novembre, mais c'est seulement en mai de cette année qu'on s'est vraiment concentré sur la conception et la mise en œuvre des activités. On a utilisé des preuves pour informer. Donc, en fait, ce n'est pas des évaluations, hélas, mais je voulais vous montrer que, voilà, qu'est-ce qu'on a comme données probantes, qu'est-ce qu'on a comme outils pour essayer donc de mettre en œuvre ces campagnes le plus vite possible. Oui, alors, on a des mini-évaluations, je dirais, et elles vont vous donner des preuves, je l'espère, de l'impact de ces activités de campagne. Et je veux être claire que, en fait, ce n'est pas encore complètement évalué. Je dois clarifier ceci. Prochaine diapo.
Donc, notre présentation aujourd'hui aura deux parties. Je vais partir un petit peu de comment on a pu tirer parti des ressources existantes pour la conception de la campagne. Rien de nouveau, je le comprends pour vous, vous l'avez déjà entendu. On a déjà regardé le passé pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir, mais on a essayé d'être très délibéré pour utiliser les données qu'on avait pour essayer d'accélérer le processus. Recherche, consultation, on a essayé de construire autant que possible sur les ressources existantes pour la conception des activités. Maintenant, je vais me tourner vers le docteur Yao qui va parler justement d'une adaptation, d'une approche de test pour déterminer la meilleure façon de cadrer les messages clés. Ça, c'est très, très important. Comment cadrer donc ces messages clés? Oui, alors certains des messages qu'on a donnés, les gens tout simplement ne les ont pas vraiment crus sur les vaccins. Et donc, nous voulions utiliser une approche qui puisse nous aider à déterminer comment nous devons cadrer nos messages clés pour que les gens croient les messages. Et Dr Yao va parler un peu de ça, de cette approche que nous avons mis en œuvre, quels ont été les résultats, quels ont été les outils utilisés. Prochaine diapo. Donc, maintenant, je veux vous dire comment on a tiré parti des ressources existantes. Prochaine diapo. Alors, en décembre 2021, ceci a été lancé par rapport à la réaction à la COVID et on a développé un guide rapide de démarrage et pour permettre à toute personne qui travaille dans la création de demandes de vraiment se mettre à l'œuvre. On a tiré parti des lignes directrices de l'OMS existantes et des outils aussi de l'OMS pour essayer de former la recommandation et le contenu donc de ce guide de démarrage rapide. Et en fait, ce qui a été très important comme caractéristique du guide, c'est ce qu'on appelle les boosters mondiaux. L'idée de ces boosters mondiaux, c'est de fournir donc des informations qui soient digérables assez vite pour prendre des décisions sans passer trop de temps, des semaines et des mois pour faire des recherches. Donc, les boosters mondiaux que nous avons essayé d'appliquer à Abidjan et Kinshasa, donc ils se concentrent sur les segments des populations. Donc, quels sont les différents segments de la population, les différentes attitudes, les différentes croyances par rapport au vaccin? Effectivement, on a aussi vu d'autres programmes de vaccins, mais à ce moment-là, ils étaient en train de penser quels seraient les différents segments de population donc à prendre en compte pour des programmes de vaccination. On a utilisé les boosters mondiaux pour donc se concentrer sur les objectifs de la campagne pour chaque segment et finalement aussi on a regardé ce qu'on appelle les BCT ou les techniques de changement de comportement basées sur des preuves pour vraiment affronter chaque objectif. Effectivement, je vais parler un peu plus parce que peut-être certaines personnes ne savent pas de quoi je veux parler. Prochaine diapo. Alors, en termes de l'application de ces boosters mondiaux pour les segments déterminés, eh bien, comment nous avons été guidés pour la Côte d'Ivoire et Kinshasa? On s'est concentré sur 3 segments. Et en fait, ça parle un petit peu des gens qui sont pas complètement dans le déni par rapport, c'est pas qu'ils découragent complètement les autres de ne pas se vacciner, de se vacciner, mais bon, il y a différentes tendances. Il y a les mal desservis, ceux qui, les insouciants et les hésitants. Donc, effectivement, différents publics. On a fait des interviews pendant 2 semaines. On a fait des entrevues de public à Yopougon pour comprendre, en fait, dans ces voisinages, dans ces quartiers, quelles étaient les hésitations, quels étaient les grands obstacles contre la vaccination du Covid.
Et bon, les gens étaient assez indifférents. Ils n'ont pas aussi beaucoup d'accès et ils n'ont pas le temps de se faire vacciner surtout. Alors, pour les insouciants qui pensent que oh, ce n'est pas très important, ce n'est pas très sérieux, ce n'est pas une super nécessité de se faire vacciner, eh bien, ayons beaucoup. Ils savent, ils ne savent même, ils ne croient même pas que Covid existe et aussi, ils pensent que les effets secondaires, eh bien, c'est un plus grand souci que les avantages du vaccin Covid. Et puis, les hésitants, ils pensent que les vaccins causent des maladies, les hésitants. Ah, bon. Et ils se font du souci par rapport aux vaccins qui ne sont pas bien testés ou pas du tout testés encore. Voilà. Donc, c'est différent de public. Ils ont été tirés du guide de recherche existante. Nous avons fait des interviews rapides à Yopougon pour essayer d'avoir une idée sur les segments pour évidemment savoir quels seraient nos objectifs futurs pour chaque segment. Prochaine diapo. Alors, une fois qu'on a eu les segments en place, on est revenu vers les boosters et on les a utilisés, ces boosters, pour prioriser les objectifs pour chaque segment. Donc, pour les mal desservis, on s'est concentré sur la sensibilisation de la disponibilité des vaccins, les points d'accès, très important. Aussi sur l'auto-efficacité de surmonter les obstacles d'accès réels et perçus, et aussi, effectivement, quelle était la croyance. Il y avait une croyance que le vaccin Covid, c'est la norme. Ça, c'est pour les insouciants et les hésitants. Il y a une croyance, donc, c'est important de se faire vacciner contre la Covid. Eh bien, ces objectifs se concentrent sur les insouciants, mais ils concernent les hésitants. Et pour les hésitants, spécifiquement, notre but était d'accroître la croyance que les vaccins Covid sont sûrs. Alors, sûrement, vous les connaissez, ces objectifs, évidemment. Il y a beaucoup de programmes qui se concentrent là-dessus, mais on voulait s'assurer que nos activités de campagne soient bien focalisées sur ces obstacles majeurs et s'assurer que vraiment toutes nos activités de création de la demande soient en ligne avec tous ces objectifs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pour finir, j'ai parlé un petit peu justement de ces techniques de changement de comportement, les BCT. Quand j'ai entendu pour la première fois de ceci, c'était dans un projet de University of College de Londres. Il y avait des professeurs qui avaient beaucoup travaillé sur ceci, sur les techniques de changement de comportement. Et leur définition, c'est en fait, c'est des ingrédients pour une intervention, pour communiquer une activité, pour un radiospot, interaction après les foyers. Qu'est-ce que vous essayez de réaliser avec telle ou telle activité? Donc, pour chaque objectif, on a essayé de confronter quelle serait la bonne technique de changement de comportement pour chaque objectif selon notre budget. Voilà, donc j'ai mis sur la diapo justement différentes techniques pour améliorer la sensibilisation. Sensibilisation, par exemple. Il faut donner des informations sur les endroits où sont les services d'immunisation. Il faut donner de meilleures signalisations spéciales où les gens peuvent se faire vacciner. Vous voyez, aussi pour l'auto-efficacité, pour la sécurité, il faut donner des témoignages de sources crédibles pour la vaccination, en faveur de la vaccination. Donc, ces techniques sont génériques, mais vous pouvez imaginer que quand on donne des témoignages de sources crédibles par un poster ou une interaction personnelle, c'est très puissant. Donc, ça ne vous dicte pas, vous voyez, le véhicule. Ça vous dit, si vous voulez réaliser votre objectif autour des vaccins, vous devez vraiment donner des témoignages devant les personnes. C'est ça, leur présenter des témoignages. Prochaine diapo.
Alors, par rapport à ces techniques de changement de comportement, on s'est concentré sur les insouciants et les hésitants, beaucoup de messages, vous voyez. On voulait savoir, ces gens qui étaient insouciants, comment on peut les convaincre que la vaccination est importante, comment on peut les convaincre, comment convaincre les hésitants que les vaccins sont sûrs. Et on s'est adapté justement sur un programme sur le tabac, anti-tabac, pour adapter un processus utilisable pour rapidement comprendre quel message clé cadré pourrait être utilisé pour mieux communiquer et leur dire que c'est la vérité, vous voyez. Donc, je vais me tourner vers Dr Yao maintenant, qui va vous montrer le processus qu'on a utilisé pour la datation de cette approche. Donc, prochaine diapo, Dr Yao. Merci, Brian. Bonjour à tous. Je suis Dr Yao Albert, enseignant-chercheur en socio-anthropologie à l'Université de Daloa, Côte d'Ivoire. Nous avons, après ce que Brian vient de présenter, je vais prendre la suite pour vous montrer comment est-ce que nous avons pu adapter ces différentes théories-là pour que nous puissions accompagner Village Juridique dans sa recherche. Prochaine diapo. Donc, il s'agissait pour nous de déterminer le cadrage des messages. Et donc, à partir de ce cadrage des messages, nous devions formuler des éléments pour accompagner et accroître l'audience du vaccinodrome, le site qui était implanté par Village Juridique pour faire venir les gens en vaccination. Donc, essayer d'agir sur la croyance des populations, leur montrer l'importance de la vaccination et nous avons estimé qu'en agissant sur ces facteurs-là, on pouvait donc accroître la capacité et accroître aussi l'audience du vaccinodrome. Diapo. Alors, il nous fallait donc déterminer quel était le cadrage idéal pour pouvoir dessiner des stratégies et accompagner ces éléments. Et nous avons, comme l'a dit Brian tout à l'heure, nous avons donc tiré parti de la littérature qui existait, notamment un document de Kim et de certains auteurs qui date de 2009, et de Berg et autres. Donc, il y a deux éléments qui ont permis de déterminer l'impact des messages. Il nous fallait donc chercher à comprendre l'effet de perception des messages et la perception même du message. En réalité, comment est-ce que en recevant le message, cela peut m'amener, cela peut me motiver à influencer ma compréhension des choses et comment est-ce que le message perçu peut me persuader à engager l'action. Diapo. Alors, c'est quoi ces différentes approches que nous avons cherché à comprendre pour pouvoir booster la vaccination? L'effet de perception montre que à travers plusieurs questions, nous avons donc, après ces deux différents éléments du cadrage, nous avons donc cherché à formuler certaines questions que vous voyez ici. Notamment, je vous lis juste quelques questions. Par exemple, la perception de l'effet. Ce message me donne envie de me faire vacciner encore. Ou bien quand on va sur la perception du message, ce message-là attire mon attention. Donc, en développant ces différents cadrages, doivent donc ou devaient nous guider à développer des messages qui allaient entrer dans ces différentes conceptions. L'effet perçu et la perception de l'effet, ce que le message peut faire et susciter en moi comme effet pour engager l'action. Diapo. Alors, à partir de ces différentes questions, quand nous avons fini, nous avons donc conçu des messages pour la sensibilisation en restant dans
les trois éléments que nous avons pu déterminer lorsque nous avons fait les premiers entretiens. Il s'agissait d'un groupe de personnes qui étaient craintifs, par exemple la peur. Donc, il fallait développer des messages pour enlever cette peur-là ou réduire la peur chez les populations et les amener à aller se faire vacciner. Il fallait aussi, dans un autre cadrage des messages, qu'il fallait rester au niveau de la norme sociale. Alors, développer des messages qui rentrent dans le cadre de ce que la norme sociale prescrit et également d'autres messages qui vont être basés sur l'altruisme. Si je vous lis, par exemple, le message ici, 12, qui dit « Je fais partie des 5 millions d'Ivoiriens déjà vaccinés ». Ici, il s'agit de montrer aux populations que la vaccination n'est pas un élément externe. La vaccination fait partie des principes de la santé. Il y a la santé curative et puis il y a la santé préventive. Donc, la vaccination rentre dans le cadre de la prévention et la vaccination contre la COVID-19 s'inscrit dans ce contexte mondial défini par l'OMS par rapport aux stratégies de soins. Diapo. Et nous avons, à partir de ce message, à partir de ces différents messages que nous avons conçus 14 prototypes comme ça que notre graphic designer a illustré et nous sommes allés sur le terrain en catégorisant les populations. Il faut dire qu'au début, la norme en Côte d'Ivoire autorisait les personnes seulement âgées de 18 ans et plus à se faire vacciner. On n'avait pas encore inclus les enfants. C'est pour ça que nous avons commencé donc à partir de 18 ans, la tranche d'âge qui était la limite inférieure de l'autorisation au niveau du ministère pour la vaccination. Donc, nous avons fait 4 catégories de population et nous avons stratifié selon le sexe, hommes et femmes. Nous avons donc interrogé 15 personnes, 30 personnes à raison de 15 par groupe d'âge. Le score idéal, lorsqu'on développe cette stratégie, c'est d'atteindre 25% de répondants par rapport à un message bien précis, à un message qu'on a défini. Mais quand nous faisons la moyenne des scores que nous, on a obtenus, on n'en a eu que 22. Oui, 22 parce qu'on était en train d'aller vite pour pouvoir apporter un appui à Village Jury dans sa stratégie d'augmenter la fréquentation du vaccinodrome. Mais la littérature indique que lorsqu'on veut faire cet exercice-là, il faut donc avoir un score de 25 participants. Nous, la moyenne, on a des scores qui sont au-delà de 27, mais quand on fait la moyenne, on tombe à 22. Diapo. OK, donc quand on a présenté, à partir de ces différents éléments, quand on a présenté tous les prototypes qu'on avait donc conçus, on s'est retrouvé à la fin avec ces éléments que vous avez là, et à partir d'une analyse faite, une analyse statistique que nous avons faite sur les différents scores des personnes qu'on a interrogées concernant les affiches. Chaque affiche a été présentée à plusieurs personnes. Et donc, ces différents scores-là qui sont là sont des scores qui vont de 3 à 4, etc. Et c'est les diapos, les affiches qui ont eu le plus grand score qui donc ont été choisis comme éléments pouvant influencer le changement. Et ces différentes affiches-là s'inscrivent dans les 3 éléments que nous avons déterminés, plutôt la norme sociale, faire augmenter le niveau de la confiance, etc. Diapo. Alors, finalement, c'est ce cadrage des messages qui a entraîné, qui a favorisé donc le développement des affiches publicitaires, va nous permettre de mettre l'accent sur 3 principaux éléments. La croyance en ce que la vaccination est une norme, l'importance de se faire vacciner pour éviter les formes graves de la maladie et croire que la vaccination, les vaccins de la COVID-19 sont des thérapies sûres en termes de prévention. Donc, toutes ces stratégies-là que nous sommes en train de faire, tout l'élément de campagne que nous sommes en train de faire, c'est pour agir sur ces 3 éléments qui sont les éléments clés ressortis au sein de la population concernant les insouciants et les autres. Diapo.
Donc, voici un peu ce que nous avons fait en résumé. Je vais donc laisser la main à Brian pour terminer. Il faut dire que nous n'avons pas encore fini toute ce que nous sommes en train de développer, mais les résultats actuels sont probants et cela donc nous montre qu'on peut agir sur une situation à partir de la théorie que nous avons émise au départ, la théorie pour le comportement de changement, pour le changement de comportement. On peut agir donc sur des comportements à partir de ces messages, d'un cadrage de messages pour amener les populations à adopter de nouveaux comportements. Je vais laisser la main à Brian pour terminer la présentation. Thank you, Dr. Yao. Merci, Dr. Yao. Alors, Dr. Yao a très bien résumé en 30 secondes. Qu'est-ce que je pourrais dire pour que vous vous rappeliez? Eh bien, il faut reconnaître que les ressources existent pour accélérer la conception de campagnes de création de demandes. Même les cadrages de messages, on ne les a pas inventés, on les a adaptés par rapport à déjà des idées existantes. Vous voyez, pour essayer de le mettre dans des phrases qui soient vraiment pertinentes. Et bon, je sais que souvent, quand on travaille dans certains pays, l'approche dans chaque pays doit être absolument unique et que ça doit être différent dans différents contextes. Mais vous savez, à Abidjan, à Kinshasa, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, mondialement, ça marche, c'est vraiment pertinent. Tous les éléments d'information, ils sont vraiment pertinents, les informations mondiales, et elles marchent très bien au niveau local. Donc, c'est vraiment très intéressant de voir ceci. Honnêtement, je vous le dis. Et effectivement, vous pouvez concevoir en 3 mois une campagne basée sur les preuves. À Abidjan, nous avons travaillé sur la plus grande commune du pays et à Kinshasa, pareil. Donc, c'est vrai, notre expérience nous a permis de donc faire une campagne en 3 mois. C'est parce que l'envergure n'était pas trop grande. Et je sais que selon mon expérience, ça prend un peu plus de 3 mois. Mais on a été très déterminés. On voulait vraiment le faire très vite et accélérer le processus. Prochaine diapo. Alors, ce guide de démarrage rapide est sur le site Internet qui est mentionné sur l'écran et vous aurez tous les outils existants. Vous pouvez en tirer parti. Il y a des templates, il y a d'autres outils, il y a des exemples, il y a des toolkits. Et je vous encourage à consulter ceci et aussi de FHI 360 et c'est ce qu'on a regardé, comment les autres pays communiquaient justement sur la COVID-19 et comment on a pu être inspiré de différents autres messages qu'on aurait pu appliquer dans nos propres pays. Donc, je vous remercie et j'attends avec impatience vos questions. Merci beaucoup, Dr. Yao et Brian. C'est très intéressant ce que vous avez dit et c'est intéressant de voir vos résultats pour, comme vous avez dit, voir une plus grande progression. J'encourage tout le monde à poser ses questions dans le chat. Pour Brian et pour Dr. Yao, il y a une question reçue de Kumbirai. Quelle a été la réaction sur les messages basés sur la peur? Est-ce que vous avez utilisé des données secondaires pour développer les segments et les archétypes de votre travail? Bon, je peux commencer et puis Dr. Yao peut continuer. Écoutez, alors, basé sur la peur, c'est vraiment intéressant. Quand on a développé ces messages-là, j'étais complètement contre, parce que justement,
Nous, on nous a déjà dit dans notre formation, n'utilisez pas la peur. Mais vous savez, c'était hyper efficace, en fait. Et c'était pas vraiment la peur de la mort donc qui attirait les gens, c'était la peur de tomber malade et de ne pouvoir pas fournir pour sa propre famille. Donc, si regardez le dernier message qu'on a utilisé, eh bien, effectivement, ce qu'on a utilisé, ça fait vraiment réfléchir les gens. Et peut-être, oui, c'est bon de se vacciner, de se faire vacciner. Et être vacciné, on leur a dit, et ne soyez pas malade pendant 15 jours et vous ne pourrez pas fournir pour votre famille. Voyez, on n'a pas parlé de la mort. C'est qu'ils n'allaient pas pouvoir travailler, ils allaient être malades pendant longtemps et ça serait vraiment mauvais pour leur famille. Et puis, pour les segmentations, on l'a utilisé, celle qui a été proposée dans le guide rapide. Et puis, pour essayer de contextualiser rapidement, pour comprendre les obstacles importants suggérés dans les boosters et ceux qui étaient les plus pertinents pour la Côte d'Ivoire. Mais Dr Yao, c'était lui qui a fait la recherche. Donc, je serais intéressant si Dr Yao veut réagir, veut commenter sur les réactions. Est-ce qu'il y a eu des peurs? Voyez, peut-être, Dr Yao, vous voulez Oui, rajouter quelque chose oui, juste sur l'expérience? une ou deux phrases que je veux ajouter par rapport à la peur. En fait, comme nous l'avons dit au départ, ce sont des théories qui existent, qui ont été conçues pour accompagner, par l'Organisation mondiale de la santé, pour accompagner le principe de la vaccination. Mais il faut toutefois retenir qu'on doit d'abord contextualiser ces théories. En Côte d'Ivoire, la majorité des populations vivent au quotidien. C'est le travail qu'ils font chaque jour. Tu leur rapportes quelque chose pour le soutien de la famille. Dans le cas donc de la COVID-19, lorsque vous n'êtes pas vacciné, vous allez passer 2 semaines, par exemple, lorsque vous êtes hospitalisé 2 semaines, sans pouvoir être en activité et sans pouvoir apporter un quelconque soutien à votre famille. Et donc, c'est cet aspect-là que nous avons voulu mettre au devant. Le fait que nous soyons un soutien pour nos parents, il faut faire en sorte que nous puissions toujours jouer ce rôle de soutien. Et pour jouer ce rôle de soutien, il faut se faire vacciner. Sinon, on tombe malade, on peut passer 2 semaines, un mois, on perd toutes ses ressources et on est incapable et on met sa famille en difficulté. Donc, voici un peu comment nous avons contextualisé et adapté la stratégie de peur pour pouvoir amener les populations donc dans le processus de la vaccination contre la COVID. C'est cette expérience-là que je voulais partager. Oh, thank you, Dr. Yao. Merci, docteur. Thank you so much. Merci infiniment. Quel est le rôle des leaders religieux et communautaires dans la création de la demande du vaccin COVID-19? Est-ce que vous avez exploré ceci? Ah, le rôle des leaders religieux et communautaires. Je fais une pause parce qu'en Côte d'Ivoire, le voisinage de Yopougon, en majorité, est chrétien. Donc, au début, dans les données Yopougon, nous avons vu il y a des dénominations chrétiennes qui étaient complètement contre le vaccin. Problème de méfiance et qui communique le message de la vaccination. Donc, on s'est concentré sur les leaders religieux au début pour essayer de comprendre qu'est-ce qui les empêche, ces leaders, de faire la promotion du vaccin et aussi être ouverts et voir qu'ils sont vaccinés parce que ces leaders religieux, ils vont en France, ils sont obligés de se faire vacciner, d'accord? Eux-mêmes, ils sont vaccinés, mais on n'arrivait pas. Donc, Dr Yao, il a mené la chose, en fait. Et il y a eu des mois de négociations, de rentrer dans la communauté religieuse. Peut-être, Dr Yao, vous pouvez un petit peu développer quel est le rôle des leaders religieux et qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux les engager, Dr Yao? D'accord, merci. Effectivement, les leaders religieux jouent un rôle véritable
en termes de communication, en termes d'encouragement des populations. Je donne toujours dans le principe de la vaccination, je prends l'exemple de la vaccination contre la poliomyélite. Lorsqu'on a été confronté à cette situation, il a fallu donc engager les leaders religieux pour communiquer sur la maladie. Dans le cas de la COVID-19, au départ, les leaders religieux n'avaient pas été associés en termes de renforcement des capacités. Quel est le mécanisme de ce vaccin? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le vaccin est sûr? Et donc, puisqu'ils n'avaient pas reçu d'informations, ou je dirais même des formations, des mises à niveau sur la vaccination, les leaders religieux étaient réticents à parler de la vaccination, vu que, d'ailleurs, il y avait plusieurs choses qui se disaient autour de cette vaccination-là. Donc, ça, c'était le premier niveau. Mais comme Brian venait de le dire, par contrainte, ils sont obligés de changer de lieu, d'aller en Europe ou de voyager ailleurs. Et quand ils ont commencé à se vacciner et à sortir, et revenir, et qu'ils se sont sentis en bonne santé, ils ont donc compris qu'en fait, ce que les gens avançaient comme préjugés concernant la vaccination n'était pas fondé. Et officiellement, les églises n'ont pas pris de position sur la vaccination en Côte d'Ivoire pour dire nous conseillons à nos fidèles de venir se faire vacciner. Les églises n'ont pas pris cette position. Ils ont laissé la latitude et cette façon de faire est liée au fait qu'au niveau gouvernemental, il n'y a pas eu, comme je l'ai dit, cette formation ou cette association des leaders religieux. Donc, la latitude est laissée à chaque responsable d'église ou bien leader de culte de diriger ses fidèles en fonction de ce qu'il ressent par rapport à la vaccination. Donc, il y a ce qui est pour la promotion. Ça, c'est concernant les religieux. Mais concernant la communauté musulmane, il y a une expérience très intéressante qui s'est produite récemment. Nous avons un secteur d'Abidjan où une mosquée a installé un centre de vaccination. Et donc, cela a tout de suite montré aux populations qu'en réalité, ce n'est pas un mauvais élément en soi, mais c'est quelque chose qu'on doit faire parce qu'il y a une situation, si on ne le fait pas, ça risque de s'empirer dans la population. Donc, la communauté musulmane a pu faire écho pour la vaccination. Les autres communautés également sont en train de suivre avec les informations qu'ils ont commencé à recevoir maintenant. Right. Yeah, and I mean, I'll just, to be honest with everyone, I think we do have a lot more work that needs to Oui, be. il y a encore beaucoup de travail. C'est vrai, parmi les leaders religieux, nous devons faire beaucoup. Avec Village Reach, on organise des réunions avec les leaders communautaires qui vont inclure aussi les leaders religieux et on va essayer de travailler avec les leaders pour identifier les lacunes dans les prestations de services. Est-ce qu'on peut avoir des services mobiles, par exemple? Et effectivement, comme vous avez dit, Dr Yao, c'était pas facile de travailler avec les leaders religieux, mais il faut approfondir le travail. Il faut être beaucoup plus stratégique, je pense, dans notre approche envers les leaders religieux. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a des problématiques, on va le faire. Merci. Une autre question sur les mauvaises compréhensions, justement, les mauvaises croyances sur la COVID ou la vaccination COVID. Alors, elles changent rapidement, ces croyances. Alors qu'on est en train de créer des croyances sur que la vaccination, c'est la norme, comment est-ce que vous avez pu changer, adapter pour des nouveaux problèmes émergents? Ben, on ne l'a pas encore fait. Le plan, c'est, avec le temps, de surveiller, en fait, je dirais deux choses. On va continuer à conduire des rassemblements pour avoir des conversations. Quelles sont les inquiétudes des personnes? On va continuer ces conversations et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens. Et aussi, on fait des entrevues avec ceux qui sont vaccinés. On leur demande, qu'est-ce que vous entendez dans la communauté? Pourquoi vos voisins ne veulent pas être vaccinés? Donc, c'est deux mécanismes que nous avons en place pour surveiller les choses, le suivi, et puis régulièrement, on met à jour nos messages pour s'assurer que nos messages, ils répondent vraiment donc aux mentalités et aux besoins des gens. Et aussi, il y a un élément
d'engagement de la communauté avec la radio aussi, avec les CBO locaux dans les communautés. On les soutient pour sortir, promouvoir la vaccination. Par exemple, le dialogue. On promeut le dialogue à Kinshasa. On cible les associations de femmes, voyez, où on peut rassembler, regrouper les associations de femmes, leur donner un docteur, leur donner une infirmière, et ils pourront poser leurs questions. Les femmes vont poser leurs questions, elles ne seront pas marginalisées parce qu'elles posent des questions. Il faut faciliter le dialogue, il faut encourager les gens à poser des questions. C'est beaucoup plus efficace que de mettre un spot publicitaire radio, vous savez, et de donner un message direct comme ça. C'est bien d'avoir cette conversation. Ça, c'est le plan, d'accord? On est tout aux prémices, tout au début des activités, je dois dire, mais c'est un bon point, il faut continuer. Alors, une autre question de Tina. Est-ce qu'il y a des obstacles du genre dans la recherche, d'autres défis? Donc, est-ce qu'il y a des obstacles liés au genre qui ont empêché votre recherche? Est-ce qu'il y a eu des choses à aborder en tant que spécialiste du changement de comportement? Docteur Yao, vous voulez répondre à ceci? D'accord. Merci. Si vous avez bien suivi au début de la présentation, les groupes de population auxquels nous nous sommes adressés, nous avons bien intégré l'approche genre en interrogeant autant de femmes que d'hommes par rapport à chaque tranche de population. Effectivement, parce qu'on voulait faire sortir tout ce qui consistait comme barrière spécifique à chaque groupe d'âge. Chez les femmes, par exemple, l'un des problèmes majeurs qui ressortait, c'était la peur de ne pas pouvoir enfanter si on leur injectait la vaccination. Et dans la suite de la recherche, on a eu des témoignages qui sont venus contredire les préjugés que les gens avaient, la désinformation, de sorte qu'il y a des gens qui, des mois après avoir reçu la vaccination, sont tombés enceintes, des femmes, je veux dire. Et donc, ces femmes-là étaient pour nous des preuves qu'en réalité, ce qui était dit et qui empêchait les femmes d'aller se faire vacciner, ces choses-là n'étaient pas forcément vraies. Et cet aspect-là était beaucoup plus ressorti au niveau des femmes. Et donc, c'est pour tout ça que nous avons pris soin, lorsque nous avons eu ces témoignages-là, de les mettre au devant de ce que nous étions en train de faire concernant la communauté. L'autre approche aussi pour l'intégration du genre a consisté à ce que nous-mêmes au sein de notre équipe qui travaillons, ce n'est pas forcément une équipe composée d'hommes, il y a également une équipe composée de femmes. Et les messages que nous avons conçus, le cadrage que nous avons fait également, nous avons adopté l'approche du genre de sorte que les messages conçus ne sont pas des messages seulement masculins. Nous avons fait des messages qui s'adressent spécifiquement aux femmes, des messages qui s'adressent spécifiquement aux hommes. Il y a des aspects où nous avons mis même les femmes en avant. Je me rappelle bien, il y a une affiche que nous allons tester maintenant, sur laquelle c'est un médecin femme en Côte d'Ivoire qui s'exprime sur la question du COVID-19. Et donc, voici un peu ces quelques stratégies que nous avons utilisées pour pouvoir intégrer l'approche genre dans la recherche que nous avons faite. En termes de défis, il n'y a pas de défi majeur en tant que tel, voilà, concernant cette situation en Côte d'Ivoire. Oui, et j'ajouterai à Kinshasa, quelque chose qu'on a bien appris dès le début, c'est que les femmes, elles étaient vraiment manquantes des services de vaccination. Donc, ce n'était pas un problème d'accès. Et comme Dr Yao l'a dit à Abidjan, c'était les peurs de ne pas pouvoir enfanter. Et à Kinshasa, justement, on cible les associations de femmes et on aborde les problématiques des femmes sur ces croyances de l'impact des vaccins sur la fertilité. Donc,
Justement, c'est pour ça que j'aime l'opportunité du dialogue. Donc, quand on parle de la sûreté du vaccin, ça sera plus efficace quand on a un docteur, une infirmière auquel les gens font confiance et qui peut vraiment répondre à leurs inquiétudes, qui deviennent beaucoup plus confortables à en parler et pour gagner plus de confiance. Merci. Je crois qu'on a le temps juste pour une ou deux questions. Prochaine question de Hussein. Merci pour la présentation. Je veux comprendre donc que on peut changer rapidement les choses. Vous avez parlé du genre et comment la segmentation. Est-ce que la segmentation, c'est le moyen le plus facile et le meilleur pour faire le cadrage de messages? OK. Vous parlez d'approche rapide. Est-ce que la segmentation, c'est vraiment le meilleur moyen? Eh bien, oui, c'est très intéressant. Pour le mettre en œuvre, pourtant, c'est très difficile. Effectivement, il ne faut pas oublier de dire que toute notre recherche, c'est par les sondages. C'est notre une équipe donc qui travaille. On ne sait pas quand on approche quelqu'un si c'est un hésitant ou un insouciant. Donc, on a utilisé l'âge, on a utilisé le sexe pour couvrir notre base, pour comprendre est-ce qu'il y a des différences entre les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes. Et effectivement, vous allez voir les mêmes problématiques en fait. La segmentation que nous faisons, c'est à qui nous parlons et c'est basé sur la démographie parce que c'est la chose la plus facile à faire. Quand on a fait notre test de message, on a inclus 2 questions à la fin. On essayait de mesurer les niveaux de motivation et de capacité si les gens n'avaient pas de problème de capacité, on voulait les enlever de l'échantillon. Mais l'accès n'est pas un problème, en fait, à Abidjan. Les gens savent où aller. S'ils veulent se faire vacciner, ils savent où sont les centres de vérification. Le problème, c'est la motivation. Vous voyez? Donc, on a parlé avec l'équipe et parmi les jeunes, vous allez trouver des insouciants, vous allez trouver des hésitants, mais il y en a partout, parmi les hommes, les femmes, les vieux, les jeunes. Donc, qu'est-ce qui est important pour différencier pour l'âge et le sexe? C'est comment convaincre les femmes. Comment convaincre, par exemple, les jeunes hommes? Voilà, c'est ça les tests des messages. Et on voulait voir, est-ce qu'il y avait des différences entre les réactions des jeunes, les réactions des vieux, des vieilles personnes? Ben, on n'a pas vu énormément de différences, vous voyez. Mais quand on regarde les données, vous regardez les résultats, il n'y avait pas énormément de différence entre les hommes et les femmes, sauf pour le problème de la fertilité. Et donc, du coup, on n'a pas fait une spécificité particulière pour un groupe, mais on s'est concentré sur le dialogue. Donc, il faut voir les inquiétudes, en fait. Il ne faut pas faire quelque chose de trop statique, voyez. Bon, on a regardé, surtout se concentrer sur les inquiétudes des personnes. Et en fait, je voudrais dire aussi que la fondation Gates parlait de Last Mile. Ils ont fait une recherche de segmentation en Côte d'Ivoire très sophistiquée, amorcée en février. Ils ont fini leur recherche de segmentation. Maintenant, ils sont en processus de faire plus de questions de conception. C'est similaire sur les meilleurs messages pour les différents segments. Et ça serait intéressant de voir comment on peut construire sur ceci, sur le travail de la fondation Bill Gates, avec accélération des spots radio, des médias. Et aussi, nous voulons travailler fort sur le dialogue. En tout cas, je suis sûre qu'il y en a qui vont faire mieux que nous.
Merci infiniment, Brian et Dr. Yao. C'était fantastique d'entendre de votre part, de votre travail, de vos lancements, de votre recherche. Tout le monde en ligne est très enthousiasmé par les résultats. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On a répondu à la plupart des questions. Il en reste, mais nous allons y répondre personnellement pour vraiment répondre à toutes vos questions, toutes vos inquiétudes, tous vos commentaires. Prochaine diapo. Avant de finir, je veux dire merci infiniment à tous les participants. J'espère que ça vous a intéressé, la session, et enregistrez-vous dans la communauté Boost pour continuer la conversation, continuer la réflexion et continuer la discussion avec vos pairs sur les ressources et les prochains événements. Et aussi, faites le sondage que nous avons mis dans le chat. Vous pouvez cliquer sur le lien parce que ça va nous aider pour planifier les ressources futures et aussi les prochains événements. Nous allons faire un suivi des slides et aussi de l'enregistrement. L'enregistrement est en anglais et en français. Donc, vous allez voir un email qui va vous être notifié pour avoir accès aux diapos, aux enregistrements anglais-français. Merci à Brian, merci à Dr. Yao pour leur participation et je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bye bye.